Redouté depuis des siècles, le loup a tristement été le héros de bien des légendes terrifiantes. Sa réputation en a fait la victime de l'homme, qui le poursuit depuis toujours. Aujourd'hui, il ne subsiste qu'un peu plus d'une centaine de loups sauvages au Portugal. Robert Lyle, d'origine britannique, vit au sud-ouest du pays. Devant l'ampleur du phénomène, cet amoureux de la nature a décidé d'agir. Et depuis 10 ans, il consacre sa vie et son énergie à la sauvegarde de cet animal fascinant. À une certaine époque, le loup est devenu un vrai bouc émissaire. On le chargeait de tous nos défauts. Fourberie, sauvagerie, cruauté, lâcheté. Ce sont des défauts humains, mais nous ne voulons pas les assumer et nous les attribuons au loup. On en a fait le diable. Ici, par exemple, dans ce genre de société rurale, cette tradition a la peau dure. On raconte l'histoire du petit chaperon rouge d'une manière absurde. On ne dit pas aux enfants le vrai sens de ce conte. Dans le petit chaperon rouge, le loup représente la nature. Elle est notre mère. Elle est belle. Mais en même temps, elle nous dévore. Nous retournons en arrière et nous finissons par être mangés. Depuis la nuit des temps, il y a eu des loups au Portugal. Il y a une centaine d'années, on en trouvait encore dans tout le pays. Ils avaient tendance à se concentrer dans les montagnes du nord, du nord-ouest, du nord-est et du centre. Mais il y en avait aussi dans l'Algarra. Aujourd'hui, c'est considéré comme une région touristique. La démographie a augmenté, les cultures se sont étendues et on a construit des routes. Et surtout, les chasseurs et les autres habitants ont eu des armes plus efficaces. Quand je dis efficaces, je veux dire meurtrières. Bien sûr, toute la faune sauvage en a souffert, et particulièrement le loup, puisqu'on chassait ses proies habituelles. Son territoire a rétréci, et il a commencé à s'en prendre davantage aux animaux domestiques, surtout les moutons et les chèvres. Du coup, il n'y a plus que 150 à 200 loups dans tout le Portugal. Il y en a plus en Espagne. Et ils ont la vie dure. Même s'ils sont en principe protégés, en pratique, on les empoisonne, on les piège et même on les tire, bien entendu dans le plus grand secret. Alors, j'ai voulu non seulement conserver le loup, mais aussi aider les bêtes en difficulté. C'est pourquoi nous avons ici un centre d'accueil pour les loups qui ont été sauvés de la mort. Robert a créé au cœur de la forêt de vastes enclos destinés à recevoir des loups blessés, abandonnés ou maintenus en captivité dans de mauvaises conditions. Avec tout son dévouement et sa passion, il étudie quotidiennement les relations sociales, la communication et les comportements de ces animaux qui ont réussi à recréer des groupes dont la structure est similaire à celle rencontrée à l'état sauvage.
D'ici, je peux observer tout cet enclos et une partie de l'autre. Si les loups font quelque chose d'intéressant, je peux les regarder. Ils sont habitués à moi, ils n'y font même pas attention. Ce qui fait que leur comportement reste à peu près naturel. Cette année, le fruit du travail de Robert a été récompensé. Après une gestation d'une 60aine de jours, la femelle dominante a mis bas. Les 5 petits, d'abord aveugles et nus, les tout premiers jours, ont maintenant grandi. À environ 2 mois, sevrés et protégés par un poil épais, ils effectuent leurs premiers pas en dehors de la tanière, sous la haute surveillance de tout le groupe. Sévèrement encadrés par leur famille, les louveteaux commencent l'apprentissage de la vie. Je veille sur ce centre où les loups sont en captivité. Mais il y a aussi des recherches sur la biologie et l'écologie du loup dans le Nord, en pleine nature sauvage. Elles sont dirigées par Francisco Fonseca, qui enseigne à l'université. En 1985, Robert a créé avec le docteur Fonseca le Grupo Lobo. À travers cette association, il tente de protéger le loup du Portugal, son habitat, et de modifier l'image négative de l'animal. Repérer les loups, ce n'est pas une mince affaire. On n'en a pas vu depuis un bout de temps. Le jour, on ne trouve que leurs traces et les restes de leur proie. Les derniers loups sauvages du Portugal sont venus se réfugier ici, dans cette région hostile et inhabitée. Cet environnement leur permet d'être à l'abri de la menace humaine. Pour Francisco Fonseca, c'est un véritable jeu de piste. Les victimes de ces pièges à loups que Francisco Fonseca a installés ne subiront aucun mal. Le seul objectif du chercheur est d'attraper des animaux sans les brutaliser le moins du monde, afin de leur poser des colliers émetteurs. Ainsi, dans ce vaste environnement sauvage, il pourra suivre leurs déplacements, leurs habitudes de vie et les étudier plus facilement. Avoir une bonne connaissance de leur distribution et de leurs mœurs permettra aussi de les protéger plus efficacement. Pour l'instant, 2 chefs de meute sont déjà pourvus de ce précieux outil. Le soir tombe sur les montagnes du parc de Montezino. C'est le moment que choisit Francisco pour s'enfoncer au cœur des ténèbres.
Dans les dernières années, nos recherches ont eu pour but d'étudier l'activité des loups dans cette région du nord du Portugal. C'est plus facile de les observer la nuit, quand ils sortent pour chasser le cerf et le sanglier. Les loups chassent le plus souvent la nuit. Lorsqu'ils s'attaquent à une proie de grande taille, la chasse se fait en groupe sous l'autorité du mâle dominant. Après avoir anéanti leur victime, le couple dominant sera le premier à dévorer la proie. Quand ils seront repus, les autres membres du groupe pourront se nourrir à leur tour. Toutefois, avec l'extension de l'habitat humain, le territoire des loups est de plus en plus réduit. Les grandes proies sont de plus en plus rares, et il devient assez courant que des loups solitaires chassent du petit gibier. Les observations du Dr Fonseca offrent des informations précieuses pour la gestion et la préservation des loups. Parallèlement, Robert poursuit l'action du Grupo Lobo dans son sanctuaire. Tous les 2 jours, il pénètre dans les enclos pour nourrir ses protégés. Un système hiérarchique s'est instauré entre les différents individus. Et le couple dominant a ici aussi la priorité sur les autres. Les loups sont capables d'ingurgiter une dizaine de kilos de viande par repas, et même 2 fois plus après un jeûne prolongé. Lorsqu'il reste encore de la chair à la fin de la curée, ils l'enterrent soigneusement. Ils retrouveront plus tard l'endroit où leurs réserves sont cachées. Cette pratique est commune au printemps. C'est la période pendant laquelle la femelle prend soin de ses petits. Lorsqu'elle pourra interrompre ses activités maternelles, elle ira chercher aux abords de la tanière la nourriture enterrée. Des règles hiérarchiques très strictes régissent la vie des loups. Et le couple dominant a bien d'autres droits que sa priorité sur la nourriture. Ce sont les seuls individus à se reproduire au sein de la horde. Ce sont eux aussi qui ont l'initiative des déplacements et des actions de la meute. Au cours du nourrissage, Robert peut observer à loisir les différentes interactions entre les individus et leur comportement au sein du groupe. Ces informations compléteront celles effectuées par le Dr Fonseca. Ambar, Grugna, Lobigno s'offrent ainsi sans crainte au regard de Robert qui constate que chacun a sa personnalité. Chaque loup est bien différent, possède son caractère, ses humeurs, ses appréhensions et ses réactions propres face aux autres loups ou à la présence de l'homme.
Après leur festin, les jeux et les congratulations sont un rituel. Le plaisir d'un bon repas se partage chez les loups et cela renforce la cohésion du groupe. Ils utilisent le langage corporel, les sons et aussi la façon d'uriner. Leur expression corporelle est assez complexe. Ils se servent de leurs oreilles, de leurs expressions faciales, de leur queue, du maintien et des déplacements de tout leur corps. La queue indique notamment la place dans la hiérarchie. Elle est toujours dans une position précise. Un très jeune loup ou un loup qui a très peur aura la queue entre les pattes. C'est le plus jeune qui a la queue la plus basse. Un loup d'âge moyen la laisse juste pendre, décontractée. Un plus vieux l'aura dressée comme ça. Quand ils errent en bande comme ils le font souvent le soir pour signifier au chef, au mâle dominant que c'est un grand personnage, ils se rassemblent autour de lui et chacun a la queue comme ceci. Il y a aussi les expressions faciales. Par exemple, vous pouvez croire qu'un loup vous sourit, mais c'est presque exactement la même grimace s'il vous menace. La différence est très subtile. Alors il faut bien regarder et combiner cette observation avec un autre signe. Tout marche ensemble et ça n'est pas si simple. Une expression faciale peut être confirmée par le maintien ou la position de la queue. Il y a aussi les sons, le hurlement, il y a aussi l'aboiement, qui est très rare et sert d'avertissement. Si l'on s'approche du cadavre d'un des leurs, ils aboient longuement. Sinon, ils émettent comme un petit toussotement, ce qui veut dire « Attention les gars, il y a un danger ». C'est ce que fera probablement un loup à l'approche d'un homme. Et puis il y a toutes sortes de sons pour exprimer l'affection, pour s'adresser aux petits, et les petits émettent des sons comme celui-ci. Mais quelquefois, un adulte peut faire le même. Par exemple, un de ceux-ci peut bondir vers moi et me lancer ce son. C'est un témoignage d'amitié. Enfin, il y a la façon d'uriner. Ils s'en servent pour marquer leur territoire en pointillés. Dans la nature, si un loup d'une autre meute arrive et sent cette odeur, il sait que c'est la frontière à ne pas dépasser. Les autres aussi tirent des informations de tous ces messages déposés par-ci, par-là, à la fois à l'intérieur et en dehors du territoire. Bien sûr, je simplifie, car cette question du langage des loups est bien plus subtile et complexe. Tous ces signes sont étroitement imbriqués, ils forment un système de communication assez compliqué. Il est certain que des loups éparpillés peuvent se signaler leur présence de loin, sans avoir besoin de se voir. On l'a constaté notamment quand ils attaquent leur proie. Leurs signaux leur permettent de coordonner leur attaque. En arrivant dans la réserve de Robert, les loups adultes sont effrayés par les gens. Il se peut aussi qu'ils n'y fassent pas attention, mais ils n'aiment pas être approchés. En revanche, ceux qui arrivent jeunes n'ont pas peur de l'homme, et surtout pas de Robert. Voyez, ces loups sont inoffensifs. Depuis qu'ils sont ici, j'ai été avec eux pratiquement tous les jours.
Malgré tout ce qu'on raconte, je n'ai jamais entendu parler de loups dangereux, même en liberté. Quand on examine avec attention toutes les histoires qu'on entend, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait de chiens sauvages, ou que les faits dont on les accuse ne se sont même jamais produits. Robert peut nous montrer que la cruauté des loups n'est que légende. Si l'homme se montre inoffensif, le loup l'est aussi. Robert est profondément ému chaque fois qu'il partage un moment privilégié avec sa louve Assinia. Symbole de l'harmonie possible entre l'homme et cet animal qui ne doit pas disparaître sous le poids des superstitions. J'ai voulu aider ces animaux par sympathie et parce qu'on est injuste envers eux. Et aussi, bien sûr, parce que cette sous-espèce particulière est en voie d'extinction. Je pense que dans l'état actuel de la planète, on doit sauver toutes les espèces, par principe. Nous avons besoin de tout ce qui vit, pour notre bien et aussi pour le leur, car elles ont droit à la vie. On n'est plus au temps où il y avait très peu d'humains et des millions d'autres créatures. Maintenant, il y a des milliards d'humains et les autres espèces se font plus rares chaque jour. Beaucoup d'animaux sauvages en voie de disparition trouvent aujourd'hui refuge dans les réserves. C'est le cas de Moremi, situé dans le delta d'Okavango, au nord-ouest du Botswana. Les chiens sauvages, ou likaons, font partie de ces espèces menacées. Ici, ils vivent à l'abri des chasseurs qui les ont longtemps persécutés. John McNutt, surnommé Tico, se consacre depuis plusieurs années à leur étude. Les problèmes liés à la conservation des chiens sauvages sont les mêmes que pour les loups d'Amérique du Nord. Il y a de moins en moins d'habitats disponibles pour eux. Le lycaon est aujourd'hui reconnu comme un régulateur des populations d'antilopes, ses proies favorites. Mais en Afrique du Sud, il continue d'être persécuté. L'estimation courante est qu'il reste moins de 5000 individus dans le monde. Ici, au Botswana, nous en avons recensé entre 7 et 800. Autrefois, les lycaons étaient largement répandus sur tout le continent africain. Mais aujourd'hui, ils doivent se contenter des régions peu exploitées par l'homme, comme le semi-désert ou les marécages. Tico concentre son étude sur une centaine d'individus répartis en plusieurs petits groupes. Le leader de chacune de ces meutes porte un collier émetteur qui permet aux scientifiques de suivre les déplacements des chiens en jeep ou en ULM. Grâce à cet aéronef ultra léger, Tico peut voler en rase-motte. Un gain de temps précieux puisque les lycaons parcourent souvent jusqu'à 50 km par jour. J'étudie les chiens sauvages depuis 1989. Je suis ici au Botswana depuis 8 ans et je passe la plupart de mon temps à suivre les déplacements des lycaons. Durant cette période, j'ai vu au moins 4 générations de chiens sauvages. Cette continuité dans le temps m'a permis de répondre à des questions sur l'évolution à long terme de l'espèce et aussi sur le comportement social de chaque animal, puisque je le suis tout au long de sa vie. Tico, une école
jamais sans embarquer son matériel. Les bips émis par la radio lui indiquent la direction à suivre. Le chien sauvage d'Afrique fait partie de la famille des canidés, mais il n'est qu'un parent éloigné du loup, et encore plus éloigné du chien domestique. Même s'il ressemble assez au chien, 2 à 3 millions d'années au moins le séparent de l'ancêtre qu'il partage avec le loup. Quoi qu'il en soit, les lycaons sont assez semblables aux loups. En Afrique, ils vivent de façon identique et remplissent le même rôle écologique que les populations lupines d'Amérique du Nord. Les bandes de lycaons comptent parmi les plus efficaces machines à tuer du règne animal. Ils chassent à court, comme les loups. Un lycaon seul ne pourrait venir à bout d'une antilope de Thompson ou d'un jeune gnou. L'organisation en meute est donc une nécessité vitale qui implique la division du travail. Première étape, se rapprocher du troupeau pour y sélectionner les animaux jeunes ou affaiblis. Ensuite, c'est une course de relais qui s'engage. Les lycaons chargent sur un large front pour disperser la harde et isoler une victime. Lorsqu'elle prend la fuite, seul le chien en tête de la meute s'élance à sa poursuite à une vitesse de 50 km/h. La mise à mort n'est qu'une question de secondes. Entre-temps, la meute s'est rassemblée, puis se partage cordialement la proie. Socialement, ils sont très proches du loup. Ils vivent en groupe. Chaque meute se compose d'adultes qui coopèrent ensemble pour la subsistance et la surveillance des petits. Ce qu'on remarque, c'est que les jeunes sont généralement issus d'un couple dominant. Et ce qui est très intéressant dans l'étude de leur comportement social, c'est que tout le groupe prend en charge les petits, et pas seulement les parents. Les chiens sauvages chassent au moins une fois par jour et rapportent au nid la nourriture nécessaire aux petits. Les bébés restent près du terrier, parfois sous la garde d'un adulte qui mangera lui aussi des morceaux de viande fraîche régurgités par les chasseurs. Tous ces chiots sont frères et sœurs. Ils n'ont pas de cousins, car la meute ne subvient aux besoins que d'une seule portée à la fois. Si d'autres petits apparaissaient dans le clan, ils seraient tout simplement éliminés. La meute subvient aux besoins d'une seule portée, issue du couple dominant. Si une deuxième femelle vient à mettre bas, elle rentre en conflit avec la première et généralement, ni elle, ni ses petits n'y survivent. Sans cette bataille pour la reproduction, le clan serait surpeuplé. Tico est en totale immersion dans la savane. Il habite un petit campement perdu au beau milieu du bush avec sa femme Leslie, scientifique elle aussi, et leur bébé. Ils vivent un peu comme des Robinson, entourés d'animaux et en parfaite symbiose avec la nature. Notre vie, ici, dans le bush, n'est pas terriblement difficile. On travaille dur, on voit pas grand monde, mais c'est une façon agréable de vivre. À l'intérieur même de notre cercle, de notre petit univers, nous entrons parfois en conflit avec les éléphants et les lions qui pénètrent dans le camp. Mais nous sommes habitués à vivre comme ça. Un peu à l'écart du campement, Tico s'est aménagé un refuge souterrain où il peut travailler tranquillement à l'abri de la chaleur. Il l'appelle évidemment le terrier du chien. Voilà, nous sommes dans mon bureau souterrain. La première chose que je fais en arrivant là, c'est vérifier s'il n'y a pas de serpents. That's really the reason for having an underground office. It can be over 100 C'est pour ça que degrees je voulais travailler sous terre. outside and always around 65 or 70 here, which seems alors quite qu'ici, cool. il fait seulement 25 ou 30 degrés, ce qui paraît beaucoup plus frais. The daily exercise. Prendre des notes est un exercice quotidien indispensable à la réussite de mon travail. Writing notes all the time. So that's mainly C'est la raison pour laquelle j'avais vraiment besoin d'un bureau
où je puisse passer beaucoup de temps à écrire pour garder une trace de ce que je fais chaque jour, c'est-à-dire suivre les différents groupes de chiens que j'observe. Les familles étudiées par Tycho se composent en moyenne de 6 adultes et d'une douzaine de petits. Les notes que je prends doivent comporter des détails très précis sur la vie de ces animaux. C'est comme ça que mes recherches avancent. Prenons par exemple la meute appelée groupe jaune, l'un des clans sur lequel je viens de passer pas mal de temps. Si on revient un peu en arrière, on peut lire que les petits sont nés entre le 16 et le 22 mai et qu'ils sont sortis pour la première fois de leur terrier le 14 juin. Ainsi, Tycho possède par écrit l'histoire des 4 générations de chiens qu'il observe depuis 8 ans. Pour mener à bien mon étude sur le comportement écologique des chiens sauvages d'Afrique, il m'est essentiel de pouvoir identifier les individus. Quand je suis arrivé au Botswana et que j'ai vu des lycaons pour la première fois, il m'a semblé évident que la meilleure façon de les identifier était d'avoir une sorte de catalogue des dessins de chaque animal, avec ses caractéristiques propres, les marques de couleur sur la queue, les taches blanches, etc. Ce travail s'est avéré facile à faire, car chaque lycaon est unique, avec ses propres taches de couleur dès sa naissance. Même les bébés ont leurs marques personnalisées, identiques déjà à ce qu'elles seront plus tard, en un peu plus gros. Donc pour ce catalogue, je fais des dessins et des photos de chaque individu, et ça me permet de les suivre durant toute leur vie. Ça demande un peu de pratique pour arriver à esquisser rapidement et à repérer les marques caractéristiques qu'il faut vite reproduire. Mais ce n'est pas le plus difficile. Chaque terrier est identifié et Tycho a toutes les chances de retrouver chaque jour les lycaons aux abords de leur nid. Mais il arrive que subitement plus aucun signal radio ne lui parvienne, les chiens s'étant volatilisés dans la brousse. Lorsqu'il y a des jeunes bébés, la meute revient toujours à son port d'attache. Dès que les petits acquièrent un minimum d'autonomie, toute la famille se transporte de terrier en terrier à la recherche de nouvelles proies. Si 2 meutes se croisent, la plus nombreuse s'impose et s'approprie la place. La plupart du temps, les chiens sauvages emménagent dans des tanières creusées par d'autres animaux. Même après des années d'observation, Tycho ressent toujours une certaine inquiétude quand un groupe disparaît. Parfois, les adultes sont un peu nerveux à cause de la présence de prédateurs, comme les lions ou les hyènes aux abords du nid. Souvent, lorsque les petits ont atteint l'âge de 8 à 10 semaines, les adultes changent de tanière. Parfois, ils choisissent un nouveau terrier à 5 ou 6 km de là. Mais normalement, ils ne s'éloignent qu'à 1 ou 2 km. Dans ces cas-là, lorsque les chiens changent de terrier, je prends l'ULM et j'essaie de les retrouver avec le système de radioguidage. Dès que je les ai repérés, je m'assure que tous les petits sont bien au complet et que personne n'a été abandonné aux lions et aux hyènes pendant le déplacement. Les causes de mortalité les plus courantes sont dues aux prédateurs naturels et en tout premier lieu aux lions. En effet, les lycaons vivent dans un habitat sauvage qu'ils sont contraints de partager quotidiennement avec eux. Les lions sont responsables d'une bonne part de la mortalité de la population des chiens sauvages, ici, au Botswana. Les petits lycaons sortent de leur terrier à 3 mois environ et rejoignent la meute.
Au cours de cette phase d'incorporation au groupe, la mortalité des jeunes est extraordinairement élevée. Capables de se nourrir, mais pas encore de se défendre contre les lions, 60% d'entre eux sont tués par les prédateurs. Les épidémies jouent aussi un rôle prépondérant dans la réduction des effectifs. En 1990, dans le Serengeti, la moitié de la population des chiens sauvages a été décimée par le virus de la rage. You're back. Yeah. How'd it go? Not great. Didn't see a thing. Where did you fly? I flew the entire top end of Chitabi. Aujourd'hui, Tycho a survolé toute la région sans trouver la moindre trace de la meute disparue. Il veut repartir au plus vite à leur recherche, mais cette fois-ci pour une expédition qui risque de durer plusieurs jours. Do you want to do a quick overhaul on the darting equipment? Je vais faire une rapide vérification de mon matériel anesthésiant. Tout doit être prêt à fonctionner, car je vais partir vers Chitabi à la recherche des chiens. Je ne les ai toujours pas vus, mais je pense qu'ils sont par là. Si je les trouve, je serai peut-être obligé de changer un collier émetteur. Quoi qu'il arrive, je veux savoir si mon matériel est bien en état de marche. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Leslie travaille avec son mari. Elle mène une étude sur les conflits entre les populations locales et les Lycaons. Pendant l'expédition de Tycho, elle ira enquêter de son côté dans les villages environnants pour savoir si les habitants ont aperçu les chiens. Je reviendrai peut-être ce soir. Sinon, je te contacterai par radio pour te dire ce que je fais. Hey, Bob. Le groupe des chiens que recherche Tycho a élu domicile dans le terrier abandonné d'un phacochère. Les petits investissent leur nouveau domaine sous la surveillance étroite des adultes. La meute est très soudée. Il existe une certaine hiérarchie, mais elle est difficile à préciser. Chaque membre du clan peut assumer n'importe quel rôle. Nourrir les petits, monter la garde autour du terrier ou encore partir à la chasse. Les Lycaons se partagent ainsi les tâches de la vie quotidienne en parfaite harmonie. Malheureusement pour lui, Tycho n'est pas encore sur la bonne piste. L'étude que je mène porte sur 13 groupes de chiens sauvages qui vivent dans cette région. Chaque clan ou famille vit sur un territoire d'environ 450 km², qui la plupart du temps empiète sur celui d'un clan ou d'une famille voisine. Les relations entre deux groupes peuvent être de plusieurs natures, soit amicales, soit agressives. Il peut arriver que les chiens soient chassés par d'autres ou même blessés. Ça dépend si les meutes sont parentes, si elles se connaissent ou pas. C'est très difficile de les retrouver sur le terrain, car comme je le disais, chaque territoire est immense, puisqu'il s'étend sur plus de 400 km². Donc ils peuvent être n'importe où dans cette zone. Aussi, je passe beaucoup de temps à les chercher, à rouler sur les pistes, pour suivre leurs déplacements en essayant de repérer les traces de leur passage. Il faut ratisser tout le secteur pour avoir une chance de les trouver. Mais c'est pas toujours évident. Toute la journée, Tycho sillonne le delta de Kavango en inspectant attentivement le terrain à la recherche d'un indice qui le mettrait sur la voie.
base, San Tuani base, Wild Dogs. Wild dog, San Tuani base. No, I've had a long day up here. La journée a without été really longue. finding anything Il n'y a but rien trouvé à part hyena quelques traces de hyènes. tracks. Nothing, no sign Rien, of them. aucun signe de leur présence. Yeah, there's Il y a plenty bien of des game troupeaux up d'animaux here. par ici, mais But, aucune trace des chiens. Still no Je sign vais of passer la dogs. nuit I'm dans gonna le stay coin here et for je the rentrerai night. demain I'll matin. probably be here all day tomorrow as well. Okay. Okay, see you tomorrow. Bye. My background is in behavioral. J'ai une formation universitaire qui repose sur le comportement animal. Et mes recherches portent plus précisément sur l'évolution du comportement social. Les chiens sauvages sont des carnivores très sociaux et particulièrement fascinants. Par exemple, ils vivent en groupe au sein duquel seul un couple se reproduit. Le reste des individus refusent de se reproduire pour se consacrer à l'éducation des petits qui ne sont pas les leurs. C'est un modèle de comportement tout à fait intéressant. Et c'est ce qui en fait des animaux passionnants à étudier, avec des relations très complexes. Tico n'est pas découragé. Si les chiens n'ont pas été tués par les lions, ils ne peuvent s'être aventurés plus loin. Les bébés sont trop petits pour supporter de marcher pendant plusieurs jours. Ces quelques traces fraîches confirment leur présence dans les parages. Well, I'm sure they're here. Je suis sûr qu'ils sont dans le coin, Maybe just a little further probablement in un this peu plus loin direction. dans cette direction. In fact, I think I'm hearing a signal now. Je pense qu'on devrait commencer à capter un signal maintenant. Un signal se fait entendre. Les lycaons ne sont pas très loin. Et à la manière dont ils se déplacent, Tico en déduit qu'ils sont en train de chasser. Il ne faut plus perdre leurs traces. Sur le terrain, les lycaons doivent souvent se battre contre les hyènes, de redoutables prédateurs elles aussi, et qui se nourrissent des mêmes proies. Mais les chiens, eux, ne mangent jamais de charogne. Et lorsqu'ils ont capturé leur victime, ils commencent à la dévorer avant même qu'elle ne soit morte. Wild dogs are, Les chiens sauvages sont des carnivores qui chassent toujours ensemble, généralement des antilopes de taille moyenne. Ici, au Botswana, ils se nourrissent essentiellement d'impala. Après avoir tué une proie, ils absorbent une grande quantité de viande fraîche. Puis, ils reviennent en courant vers le nid où ils ont laissé leur progéniture. Là, ils régurgitent leur repas pour nourrir les petits. Tico n'a plus qu'à suivre le chien qui porte le collier émetteur. Il le conduira directement à la nouvelle tanière. unusual place for a den. Curieux pour un nid, un endroit aussi découvert. open like Ce n'est this. pas un emplacement habituel. Tout est rentré dans l'ordre. La famille est au complet. Les chiens ont sans doute choisi cet endroit pour se rapprocher des troupeaux d'antilopes. Dans ces régions où la chasse est interdite, les lycaons ont perdu toute méfiance à l'égard de l'homme, ce qui facilite le travail de Tico. Vu leur appétit et l'énergie qu'ils dépensent, les bébés sont sûrement en bonne santé. The pups are generally weaned, En général, les petits sont sevrés vers l'âge de 8 semaines. but meat shortly after Après, ils se nourrissent exclusivement de viande que leur apportent les adultes. the adults. Well, the pups will beg from Les the petits lycaons se montrent très insistants auprès de leurs aînés. and lips, and Ils leur mordillent la gueule et les lèvres for the adults, pour obtenir des adultes and it appears qu'ils like régurgitent pour eux de gros morceaux de viande. large pieces of meat directly to them. Le partage de la nourriture est la base de la cohésion sociale. Chez les adultes, il se fait tranquillement, mais pour les petits, le nourrissage est encore source de disputes et de poursuites désordonnées. Ils devront peu à peu apprendre les bonnes manières. Comme les loups, les lycaons préservent une certaine harmonie sociale dans la meute. Les adultes, par exemple, n'ont pas besoin d'user de la force pour obtenir satisfaction. Il suffit la plupart du temps de courber l'échine ou de se coucher à terre en signe de soumission.
Tout comme les éléphants africains, qui sont de grands migrateurs, les lycaons ont besoin d'énormément d'espace pour vivre. Mais à la vitesse à laquelle les hommes réduisent leur territoire, les quelques 5000 lycaons qui restent sont voués à disparaître un jour. Il n'y a qu'une solution, créer de nouvelles lois de protection et sensibiliser les populations pour qu'elles acceptent de s'y soumettre. Ce que l'on peut souhaiter pour l'avenir des chiens sauvages est probablement bien difficile à obtenir. La situation est quasi impossible. La population humaine se développe sans cesse et l'habitat sauvage d'aujourd'hui n'est sans doute pas celui qui existera demain. En revanche, ce que l'on peut espérer pour l'avenir, c'est que les hommes parviennent à acquérir la compréhension du monde animal, qu'ils aient la dignité nécessaire pour partager leur monde avec tous les autres animaux, y compris les chiens sauvages.